Merci beaucoup, Viviane. J'appelle maintenant à la tribune Daniel Cohen, qui est non seulement professeur d'économie à l'ENS, mais qui est aussi le président du Conseil d'orientation scientifique de la Fondation Jean Jaurès. Daniel va nous rendre compte de la table ronde sur l'économie qui s'est déroulée hier. Ernst et moi avons la rude mission d'être les maîtres des horloges, puisque nous avons un agenda à tenir. Donc Daniel, tu as 6 minutes. 6 minutes pour résumer une matinée de travail. Merci, si je peux le prendre sur ce contingent de minutes, de m'avoir invité. 5 minutes, bien alors. Donc j'ai 1 minute à papoter avec vous avant d'arriver à 5 minutes. En tout cas, merci de cette invitation. C'est évidemment un grand honneur d'être ici ce matin pour vous rendre compte des débats qui se sont tenus hier sur ce thème ambitieux pour notre matinée de travail, une Europe de croissance et de solidarité. Bon, ces débats ont été évidemment marqués par un consensus qui était prévisible, mais d'une intensité qui n'était pas nécessairement de l'ensemble des participants pour mettre en garde contre les risques qui menacent l'Europe aujourd'hui, notamment dans les deux thèmes de la conférence du matin. Ces risques sont connus, ils ont été rappelés plusieurs fois. Ce sont ceux de la déflation budgétaire, de la déflation salariale, de la récession économique que le nouveau traité européen fait planer sur l'Europe. Les participants ont tous évidemment déploré, avec une immense tristesse, le fait que ce soit aujourd'hui la zone euro qui soit devenue le maillon faible de l'économie mondiale. On se souvient peut-être que dans les années 80, la crise était en Amérique latine. Dans les années 90, elle était en Asie. Au début des années 2000, elle était en Afrique. Aujourd'hui, c'est au cœur de notre réacteur européen, la zone euro, que la crise est la plus sévère. C'est évidemment une tragédie absurde lorsque l'on sait que l'euro a été précisément fabriqué pour servir de rempart au désordre du monde. Comme le rappelait Laurent Fabius dans sa propre conclusion de nos travaux, ce qui est en cause aujourd'hui, ça n'est rien d'autre que de remettre l'Europe dans l'orbite de la croissance mondiale. Alors, pour avancer dans les thèmes qui ont été abordés, on peut en fixer 3. D'abord, sur le rôle de la politique budgétaire. Un nouveau consensus parmi certains économistes néolibéraux et dont s'est saisi les gouvernements conservateurs fait penser que la politique budgétaire est devenue au mieux inutile et au pire nuisible. C'est évidemment une idée absurde en général et particulièrement stupide au sein d'une union monétaire. Si on devait en effet renoncer à l'instrument de la politique budgétaire, alors on ne disposerait pour réguler nos économies que d'une seule arme, un taux d'intérêt moyen pour l'ensemble de la zone. Sans faire ici un cours d'économie, il est clair qu'avec un seul instrument, on est incapable d'assurer la convergence des cycles économiques vers une croissance moyenne. Tout écart, au contraire, tendrait à diverger si on ne disposait pas de cet instrument précieux de régulation que représente la politique budgétaire. Pour bien fonctionner, évidemment, la politique budgétaire au sein de l'Europe doit être coordonnée. Un certain nombre de propositions très éclairantes ont été faites pour permettre à la Commission de jouer ce rôle de coordinateur et non pas ce rôle seulement de père la rigueur qu'on est en train d'essayer de lui faire jouer aujourd'hui. Le risque majeur, évidemment, c'est la période de transition qui s'ouvre devant nous. La période qui, d'aujourd'hui à 2007, disons, va voir l'équilibre des finances publiques retrouver son socle, la crédibilité de la politique budgétaire aussi restaurée. Il y a un risque que nos amis italiens, espagnols sont en train de découvrir, à poursuivre un objectif de réduction de la déficit indépendamment de la croissance. On s'expose au risque d'une course-poursuite, on s'expose au risque d'un multiplicateur de crise. Les objectifs ne sont pas tenus parce que la croissance est plus faible que prévu. On rajoute un train de rigueur, la croissance est encore plus faible, il faut rajouter un nouveau train de rigueur. Il est indispensable de s'entendre sur des règles qui évitent ce mécanisme. Le deuxième axe qui a été discuté, c'est celui de la solidarité européenne, celui de la mutualisation des risques. S'il fallait résumer d'une formule la situation de la dette souveraine en Europe, ce serait pour dire que les Européens ont découvert brutalement que leurs institutions privaient les États d'un prêteur en dernier ressort.
Et que ce faisant, ils se sont retrouvés à nu face aux marchés financiers, sans force de rappel lorsque ces marchés déraillent, lorsque ces marchés exigent des primes de risque de plus en plus fortes, qui créent un effet boule de neige, qui creuse davantage encore les problèmes. Pour faire face à cette situation, il faut évidemment restaurer la crédibilité de l'État, la crédibilité des finances publiques. Personne n'a évidemment discuté cet objectif. Mais si on doit aujourd'hui analyser que les États souverains d'Europe le sont un peu moins, sont un peu comme des régions d'Europe davantage que comme des États, alors ce parallélisme invite immédiatement à une conclusion de politique économique très forte. S'il est sain, évidemment, que les recettes et les dépenses courantes soient en vis-à-vis, soient équilibrées en moyenne au cours du cycle, il est évidemment absurde d'inclure les dépenses d'investissement, les dépenses d'avenir dans cette comptabilité. À l'image des régions françaises qui peuvent financer par emprunt leurs investissements, il faut qu'en Europe, on retrouve le même type de dynamique qui permettent de financer des grands projets d'avenir en dehors de cette comptabilité qui obligerait, si on devait construire une grande autoroute de l'avenir, eh bien de réduire en vis-à-vis les salaires des fonctionnaires pour que l'équilibre des finances soit assuré. Il faut sortir de cette comptabilité absurde. Les instruments qui ont été cités sont bien connus. Il s'agit des project bonds, il s'agit de renforcer les moyens d'intervention de la BEI, il s'agit tout simplement de permettre à l'Europe justement de pouvoir nourrir cette ambition de croissance en disposant des instruments adéquats pour le faire. Un dernier mot sur la crise des balances des paiements qui est réapparue comme un problème lancinant. C'est évidemment ridicule qu'à l'intérieur d'une union monétaire, on recommence à calculer les excédents et les déficits des uns par rapport aux autres, comme on est en train de le faire maintenant. Personne ne calcule le déficit de l'Île-de-France par rapport à la Bretagne ou la Normandie. Il est absurde de calculer le déficit de la France ou de l'Espagne par rapport aux autres pays. Si on est obligé de le faire aujourd'hui, c'est parce que les marchés financiers ont dysfonctionné. Le recyclage des excédents des uns vers les investissements productifs des autres ne s'est pas produit. Les excédents des uns ont très souvent alimenté la bulle financière, la bulle immobilière des autres. C'est la raison pour laquelle les États doivent reprendre la main sur les investissements productifs, et l'Europe tout particulièrement. Un dernier mot et j'aurai fini. Une autre comparaison qui est faite ad nauseam entre la France et l'Allemagne, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les coûts unitaires comparés de ces deux pays, c'est-à-dire les coûts salariaux rapportés à l'évolution de leur productivité. Quand on regarde dans le détail ces deux courbes, on constate que la France et l'Allemagne, depuis 10 ans, depuis 20 ans, dans l'ensemble de l'économie ou dans la seule industrie, ont des évolutions de productivité parfaitement équivalentes. Il n'est pas vrai de dire que la France souffrirait en ce domaine d'un différentiel, d'un déficit de productivité par rapport à l'Allemagne. Ce qui fait la différence, et Sigmar Gabriel l'a rappelé ce matin pour s'en plaindre, c'est l'évolution des salaires en Allemagne. Depuis 10 ans, la déflation salariale est à l'œuvre. C'est ça qui explique à la fois une évolution plus favorable en Allemagne des coûts unitaires qu'en France. C'est ça qui explique que la modération des revenus fait que les importations allemandes sont plus faibles. En conclusion de cette matinée hier, il était assez agréable aux participants de se dire que finalement, ce qui serait le meilleur garant du rééquilibrage européen, de la renaissance européenne, ce serait finalement la lutte des classes en Allemagne.